c'est le week-end de la Nuit des Étoiles. Pour cette occasion, je me trouve à l'Observatoire astronomique de Paris, en partenariat avec Ciel et Espace, qui vous propose 20% de réduction sur l'abonnement papier et numérique, et 30% de réduction sur l'abonnement seulement numérique, avec en plus un accès à tous les anciens numéros du magazine sur cieletespace.fr. Toutes les informations sont en description. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, on a des invités de marque. Alors on va commencer par les dames. Donc Pernelle Bernardi, si je dis pas de bêtises de ton nom de famille. Pernelle qui va nous raconter une histoire aujourd'hui. Disons que elle a sauvé un instrument qui coûtait quelques 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, donc c'est pas mal comme économie. Et on a avec nous aussi Michel Tonini. Michel Tonini qui, pour les habitués de la chaîne, est le vrai pilote de la vraie navette Hermès. Sauf que moi, je l'ai vraiment piloté. Bon, lui, il est vraiment allé dans l'espace. Bon. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui aussi Philippe Hénarejos, je vais essayer de pas me mourir au niveau des noms de famille, qui est... c'est quoi ta place chez Ciel et Espace ? Rédacteur en chef. Rédacteur en chef, donc comme ça, voilà. Et donc qui va beaucoup m'aider à animer l'émission d'aujourd'hui, parce que comme j'ai déjà eu à préparer tout le reste, la réalisation, et que j'ai 5 heures de route dans les pattes, c'est lui qui va poser le plus gros des questions. Alors dis-moi, par quoi on commence ? C'est quoi le programme ? Est-ce qu'on commence par Michel ? Est-ce qu'on commence par Pernelle ? J'hésite toujours à l'heure qu'il est, mais en fait, parce que ce sont tous deux des explorateurs, et on va parler d'exploration de l'espace. Absolument. Donc, ma première question était pour Michel Tonini, qui est un astronaute, qui est allé dans l'espace. Et je voulais savoir si, de son point de vue, les astronautes sont-ils toujours des explorateurs aujourd'hui ? Alors, ils sont toujours des explorateurs parce que ça reste un domaine vraiment d'exploration lente. Il y a peu de gens qui vont dans l'espace et chaque vol dans l'espace est un vol d'essai. Donc, chaque fois qu'un vaisseau va dans l'espace, quand il revient au sol, on va le modifier. La station spatiale ISS aujourd'hui, elle est modifiée à chaque vol. On a rajouté récemment des panneaux solaires, donc elle est modifiable et modifiée. Donc, c'est pas encore des vols vraiment stables, commerciaux, comme un vol d'Airbus. Ce ne sont pas des vols réguliers. Ce ne sont pas encore des vols réguliers. Maintenant, on peut s'imaginer que d'ici quelques dizaines d'années ou à la fin du siècle, ce sera des vols réguliers. Là, on pourra parler de non-exploration. Mais dans notre démarche à nous, ce que nous voulons faire, c'est d'abord bien connaître l'orbite basse, ce qu'on appelle l'orbite à 400 km autour de la Terre, pour ensuite aller sur la Lune, pour ensuite aller sur Mars. Donc ces vols préparent un peu l'exploration. On va y revenir sur tout ça. Pernelle Bernardi, donc vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, à l'Observatoire de Paris PSL. Vous avez conçu et surtout sauvé cet instrument dont on parlait il y a quelques instants. Est-ce que vous vous considérez en tant que conceptrice d'instruments comme une exploratrice des planètes ? Exploratrice moi-même, non. En fait, évidemment, j'ai participé à la conception et à la construction, aux tests de cet instrument avec une équipe, une grosse équipe, composée de laboratoires du CNRS, université et du CNES. Alors, on fait ces instruments, évidemment, là, cet instrument SuperCam qui équipe le rover Perseverance de la NASA s'est posé sur Mars début février, enfin le 18 février. Et donc, oui, on va explorer des nouveaux sites sur Mars. Alors, on a le sentiment de participer à l'exploration. Il y a une très très grande aventure et vous savez que Mars 2020 et ce rover Perseverance c'est la première étape de retour d'échantillons martiens sur Terre et donc ce sera vraiment une grande nouveauté si ça réussit. On croise les doigts. Donc, on participe à une aventure. Je ne me considère pas comme étant une exploratrice. Voilà, avec Michel Tonini à côté, c'est un peu difficile de me considérer comme une exploratrice, mais on y participe en tout cas. Ça, cet instrument, le robot ne serait rien finalement quand même. Il a besoin de... Ce sont ses yeux, ce sont ses mains. Ouais, en fait, SuperCam, c'est vraiment ce qu'on appelle l'œil de Persévérance. C'est l'instrument qui... Enfin, en tout cas, la partie française de l'instrument est en haut du mât dans cette grosse boîte blanche. Et donc, son télescope, ça fait une pupille de 110 mm. C'est vraiment l'œil du rover. C'est également l'oreille du rover puisqu'on a un microphone sur SuperCam et c'est la première fois qu'on a un micro qui écoute Mars et qui écoute les sons du vent, du rover, etc. Donc, beaucoup de nouveautés dans cet instrument. Je vais revenir vers vous, Michel. Alors, ce que je peux dire quand même, c'est que, imaginons l'exploration comme une grande tige télescopique. Eh bien,
La différence qu'il y a entre Pernel et moi, c'est que Pernel, elle est au départ de la tige, et moi je suis à l'autre bout de la tige. Et cette tige, elle va augmenter pour aller de l'orbite basse vers la Lune, vers Mars et vers plus loin. Mais on est toujours dans l'exploration, on fait le même travail, sauf qu'on n'est pas du même côté de la tige. J'aime bien l'image. Elle n'est pas de moi, j'avais trouvé ça dans un journal écrit par un ancien patron du CNES ou de l'ESA. Alors, sur l'exploration spatiale, que ce soit quand on est astronaute, je vais y revenir, ou quand on est chercheur comme ça, avant l'exploration, on la prépare, et tout ne se passe pas comme prévu, forcément. C'est ce qui est arrivé, notamment à Persévérance et à Supercam. Donc, dites-nous simplement, Supercam, quel est cet instrument? Qu'est-ce qu'il fait, en 2 mots? Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé avant le départ qui n'était pas prévu? Oui, alors en 2 mots, je vais avoir du mal pour Supercam. Je suis un peu désolée, l'instrument est quand même assez complexe. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un gros héritage de l'instrument ChemCam sur Curiosity, qui travaille depuis 9 ans sur Mars. Et donc, on a repris ce qui marchait bien sur ChemCam, l'étude de la chimie avec un laser là qui pulvérise les roches, une petite caméra, et on a repris ça et on a fait un instrument plus compliqué pour répondre aux objectifs scientifiques de la mission Mars 2020. On va aller rechercher des traces de vie passée et faire de la minéralogie. Et donc, on a complexifié l'instrument en rajoutant un 2e laser vert qui fait de la spectroscopie qu'on appelle Raman, et un spectroscope infrarouge qui est fait à l'Observatoire de Paris, d'ailleurs, avec le LATMOS à Guyancourt, qui va regarder simplement le soleil réfléchi et qui étudie la minéralogie. Et puis ce micro. Le laser, il sert, vous tirez sur les roches, oui. Ça crée... en fait, ça crée un plasma. Ouais, on voilà. tire dessus, on focalise le faisceau sur un point très petit, et donc localement, ça chauffe à 8000 jusqu'à 10 000 degrés Celsius. On crée un plasma, ça fait une petite lumière qu'on collecte avec cet œil là dont on parlait, et on analyse la spectroscopie, donc on analyse les couleurs en fait, et on a des signatures qui représentent soit la chimie pour la spectroscopie LIPS, soit les minéraux qui composent les roches. Alors cet instrument il est compliqué. On comprend que c'est compliqué. Voilà, donc on a mis, c'est un développement qui dure 6 ans. Et effectivement, fin 2018, à 2-3 mois de la livraison au JPL, parce que le rover, toute la mission est faite au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. On a eu un gros accident sur le modèle de vol, donc le modèle qui devait être intégré sur le rover. Faut raconter cet accident parce que du coup. Ouais, l'accident en fait, on sortait de ce qu'on appelle un test en vide thermique. Donc on met l'instrument dans des enceintes, dans des caissons, on fait le vide, on remplit un petit peu d'azote pour simuler l'atmosphère martienne, on change les températures. Et donc on fait un peu souffrir l'instrument pour qu'on démontre ses performances en fait comme sur Mars. On avait fini ce test-là, qui est un gros test en 3/8 pendant quelques semaines, et on avait une petite opération pour finaliser l'instrument avec des petits collages à faire. Et ces collages-là, en fait, quand on doit les polymériser, on a passé l'instrument dans une étuve qui a eu une grosse panne, qui est partie en fait dans une panne, qui a monté la température bien au-dessus des températures acceptables pour l'instrument, mais sans aucune observable depuis l'extérieur. Et donc, l'instrument a beaucoup souffert, bien trop. Et en gros, on a détruit toute la partie optique du télescope avec le laser, la caméra. On a perdu l'instrument. On a grillé l'instrument 2 mois avant la livraison. C'est ce qui est dramatique. 2 mois avant la livraison. Au JPL. Et donc, en gros, notre position à bord du rover était remise en cause. Il n'y a pas d'instrument à livrer. Donc voilà, donc c'est... Parce que de toute façon, la NASA disait, nous, on partira à l'heure, c'est ça? Oui, ça c'était dès le début, dès que la mission a été sélectionnée, le deal c'était on part en 2020 et on ne retardera pas. Vous savez qu'il y a des créneaux de tir vers Mars tous les 25 mois, 26 mois à peu près. Et donc là, c'était évident, il n'y avait pas de décalage. Et donc, il fallait être à bord du rover, et donc on a reconstruit un instrument en 6 mois au lieu d'1 an. Voilà, tout le monde s'y est mis. CNES, CNRS, université, le JPL a beaucoup aidé aussi. Ils nous ont laissé 6 mois en fait pour refaire un instrument, et on l'a fait. Voilà, c'était un engagement énorme de toutes les équipes, en améliorant en plus les performances assez nettement. Vous repartiez de zéro, ou il restait quand même des modèles qui étaient en double, par exemple? Oui, vous avez raison. En fait, on repart pas de zéro parce qu'en fait, on a grillé la moitié de l'instrument. La partie électronique n'était pas dans l'enceinte, donc elle était bonne. Et dans le spatial, oui, on a toujours des modèles qu'on appelle de rechange. Donc on avait un laser de rechange, on avait toutes les parties de rechange. Mais par contre, il manquait certaines parties à refaire très rapidement. Et puis il faut tout réintégrer et tout tester. Et ça, c'est très très long à faire. On voit que l'exploration commence bien avant le début du voyage. Oui, exactement. En matière d'imprévus, vous avez volé 2 fois, il faut le rappeler, en 92 et en 99, une fois sur un Soyouz russe, l'autre fois c'était sur la navette spatiale américaine Columbia. Vous avez été sélectionné en 85, si mes souvenirs sont exacts. C'était le siècle d'avant.
Oui, mais c'est intéressant, on va y revenir. J'étais pas né. Hein. Je ne sais pas si j'étais né moi aussi. En tout cas, vous êtes né en tant qu'astronaute en 1985, j'imagine. Oui, c'est ça. Et quand on parle d'imprévu avant le décollage, je crois que tout ne s'est pas passé exactement comme c'était planifié. Vous deviez piloter un engin qui n'a pas été fabriqué. Oui. Et puis vous avez connu des aléas comme certains de vos collègues astronautes. Alors, c'est vrai que j'étais sélectionné dans le cadre de la sélection de 85 pour le programme Hermès. Donc, j'étais l'un des pilotes d'Hermès, je crois le premier d'ailleurs, avec Jean-Pierre Aigneret. Hermès qui était un avion spatial. Une navette spatiale qui aurait dû être lancée par Ariane 5. Et d'ailleurs, le dimensionnement d'Ariane 5, qui lançait 20 tonnes en orbite basse, était quand même associé à Hermès. Et Hermès a commencé avec 11 tonnes. Je me souviens encore des premières réunions, c'était 11 tonnes. Il a pris beaucoup d'embonpoint. Oui, et c'était le poids d'un Mirage F1. Et moi, j'étais pilote sur Mirage F1 à l'époque. Alors, je me suis dit, si je peux piloter un Mirage F1, j'avais 1000 heures sur Mirage F1, je peux piloter Hermès. Donc, j'étais vraiment tranquille là-dessus. Et puis, Hermès a fait comme nous pendant le confinement, grossi. J'ai vu passer 12 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes, et ça continuait. Et quand c'est arrivé à 22 tonnes, le ministre de l'époque, qui était Hubert Curien, a dit « bon, c'est trop lourd, on va dépasser les capacités d'Ariane et on décollera pas ». Donc, grâce à Hermès, comme j'ai fait un vol avec les Russes, sur Soyouz et sur Mir, et comme je connaissais le russe et que je connaissais un petit peu, je savais parler le russe et je connaissais le spatial russe, les Américains nous ont demandé de venir à la NASA, Jean-Luc Chrétien et moi-même, en 95, pour aider un petit peu les Américains, les rassurer sur cette coopération russo-américaine, parce que c'était quand même difficile pour les Américains de coopérer avec les Russes et vice-versa. Et avec Jean Chrétien, eh bien, on a passé notre temps à la NASA à expliquer que c'était tout à fait bien avec les Russes, qu'ils étaient humains, que la station marchait bien, que leur technique spatiale fonctionnait bien. Et c'est pour ça qu'on a fait les vols Shuttle-Mir entre 95 et 2000 et l'ISS qui a commencé en 2000. Et j'ai fait un vol dans ce cadre-là. Alors j'aurais dû faire un vol sur l'ISS, mais vous voyez que j'étais prévu pour Hermès, j'ai fait un vol sur Soyouz. J'étais prévu de faire un vol sur l'ISS par russe, j'ai fait un vol sur le lancement de Chandra, qui est un télescope qui récupère des rayons X. Et on a eu un problème un peu similaire à ce que explique Pernel, au lancement du télescope en été 99, et bien juste après le lancement, on s'est rendu compte que l'appareil qui détectait les rayons X qui viennent des trous noirs et des étoiles à neutrons et tous les phénomènes stellaires, eh bien il avait un mauvais refroidissement, enfin il était abîmé, et donc là on s'est inquiet parce que c'était quand même un télescope qui a été développé pendant des années par la NASA, et c'était une fortune qui allait être perdue, et les ingénieurs comme Pernel ont travaillé au sol pour lancer des bons logiciels, pour lancer une modification du logiciel in situ et aussi l'orientation du télescope pour qu'il soit sauvé. Et finalement, cette modification a été bénéfique parce qu'elle a servi après au lancement du télescope frère, le grand frère de Chandra, qui s'appelle XMM, qui est le grand angle. Imaginez-vous un appareil photo, eh bien Chandra c'est le téléobjectif, XMM c'est le grand angle. Donc les deux sont complémentaires. Et donc ça a servi, et donc on peut faire des réparations comme ça. Nous on les a pas faites, nous on a juste lancé le télescope, mais on est quand même associé un petit peu à ce... Juste, oui, on a décollé. Alors, on a eu des pannes aussi, on a une panne, le premier décollage on n'a pas pu décoller parce qu'on a une panne de capteur d'un des moteurs cryogéniques. Deuxième décollage, on ne pouvait pas décoller parce qu'il y avait des éclairs qui rentraient dans la cabine, donc c'était vraiment très chaud. Et troisième décollage, on a décollé, on a perdu un morceau de moteur cryogénique qui a tapé sur la tuyère, donc on a une fuite d'hydrogène primaire dans la tuyère, donc on a eu un réacteur qui était extrêmement chaud. Mais il y avait un ingénieur, encore une fois, c'est pour ça que nous, au travail en parallèle, on a une confiance énorme entre les ingénieurs au sol et nous. L'ingénieur a surveillé la température du moteur. Il faut savoir qu'on était hyper lourd, centré arrière, décollage de nuit, et que si ça se passait mal et qu'on coupe un moteur, il fallait revenir se poser à Cap Canaveral, chose qui n'a jamais été faite. Oui, c'était faire machine arrière. Machine arrière, déjà oui. C'est ce qu'on appelle RTLS, Return to Launch Site, et donc la navette part vers l'est, à un moment donné elle se retourne, elle fonctionne en marche arrière, et elle revient se poser, on largue le réservoir et elle se repose sur Cap Canaveral. Donc il y avait un ingénieur qui a surveillé, on est monté à 70% de la température maximale, et aussi on a eu une panne électrique totale au décollage. Donc on a eu un décollage assez chaud quand même, mais bon, on est entraîné pour ça, donc on a gardé notre calme. D'un point de vue purement personnel, disons de goût personnel, plutôt Soyouz ou plutôt Shuttle? Goût personnel, l'espace. Non, alors que ce soit le véhicule, aujourd'hui il y a tellement de véhicules, aujourd'hui il y a le véhicule russe, après il y a le véhicule, il y a SpaceX, après il y a Blue Origin maintenant. Non, en fait je disais ça parce que le Soyouz a quand même la réputation d'être rustique et plutôt fiable, et la navette, bon ben on l'a vu. Alors il faut savoir que dans l'espace,
L'utilisation du vaisseau ou de la navette au niveau confort ne dure que 9 minutes, c'est-à-dire le temps du décollage. Une fois qu'on est dans l'espace, on est en apesanteur. Donc, quel que soit le vaisseau, vous ne touchez pas les parois. Après, ce qui compte, c'est le volume, le bruit, la chaleur, les fonctions vitales, et elles sont les mêmes, puisqu'on est en vie à chaque fois, donc il n'y a aucun problème. Alors justement, c'est une de mes questions aussi, mais plus précisément, vous avez volé sur Soyouz et sur navette. C'est quoi le plus soft ou c'est quoi le plus dur au décollage? Alors, au décollage, on a 4G chez les Russes, 4 fois le poids qu'on prend sur le ventre comme ça, et 3G chez les Américains pour éviter, parce que la navette n'est pas protégée, donc il faut éviter le fluage de la navette, donc on est limité à 3G. C'est pour ça qu'au décollage, la poussée est tellement importante. Je pense qu'il va dire que c'est l'atterrissage qui fait la différence. L'atterrissage, c'est pas la même chose du tout, hein. Alors, donc le décollage, c'est à peu près les mêmes, et la rentrée atmosphérique, on prend 5G chez les Russes et on prend 1G et demi chez les Américains, c'est extrêmement doux. Et l'atterrissage chez les Russes, c'est 15G, sur une seconde, hein. C'est le temps de taper au sol. Et chez les Américains, c'est comme un Airbus, hein, on sent rien du tout, quoi. Chris Hadfield comparait l'atterrissage en Soyouz à un accident de voiture. Alors, j'ai peu d'accidents aussi violents, mais j'ai vu que Thomas Pesquet avait dit que l'atterrissage du Soyouz, c'est l'équivalent d'un tonneau sur l'autoroute. J'en ai pas fait non plus. J'espère ne pas en faire d'ailleurs. Je préfère un atterrissage sur Soyouz qu'un tonneau sur l'autoroute finalement. Alors, puisqu'on parle de décollage et d'atterrissage, c'est aussi le cas des instruments qui vont à bord des sondes spatiales. Donc, j'imagine qu'il faut prévoir que ces instruments, qui sont dans la position des astronautes, en fait, dans la coiffe de la fusée, vont survivre à cette épreuve. Parce qu'un décollage, il y a des vibrations, j'imagine. Un atterrissage, alors là, pour le coup, c'était sur Mars. Mais je ne sais pas si ça devait pas être 15G, hein, c'était beaucoup plus soft. Mais est-ce qu'on prévoit tout ça? Est-ce qu'il y a des spécifications qui sont prévues? Oui, vous avez et est-ce qu'on le teste? Alors, ouais, c'est spécifié. Donc ça, c'est le JPL qui spécifie les conditions d'environnement que verra l'instrument pendant toute sa durée de vie et donc tous les tests que l'instrument doit subir au sol pour être certain qu'il n'y aura aucune casse, aucune dégradation en tout cas des performances en vol. Et là, c'est quoi les tests? On le donc là, ouais, vous avez parlé de tests mécaniques en fait essentiellement. Donc on le secoue, donc on met sur des pots vibrants, on le secoue et on le choque. En fait, il y a des chocs aussi. Et donc, c'est des chocs béliers. On lance un bélier sur ah oui, sur un banc qui tient l'instrument. Donc, c'est assez violent. On a de la casse. Alors, évidemment, on dimensionne, on conçoit les instruments pour qu'ils résistent à ça. Après, on le teste en grandeur nature. Du coup, moi, ça m'appelle une petite question. Quand on fait ces tests, on les fait sur l'instrument qui va partir ou sur un dummy qui est là pour prendre et éventuellement encaisser les chocs en vue d'une modification Ça dépend du plan de développement des instruments. Donc, il y a deux options. Ça dépend du calendrier et des moyens qu'on a. Alors, sur Supercam, on avait un modèle qu'on appelait EQM, un modèle de qualification et de test, qui est complètement représentatif du modèle vol, mais c'est pas celui qui va voler. Alors, lui, il souffre beaucoup. Ensuite, sur l'instrument de vol, on passe des niveaux. On le passe aussi, hein, mais on le passe à des niveaux un peu inférieurs, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de malfaçon dans l'instrument. Voilà. Sur d'autres instruments, on est ce qu'on appelle en proto-flight, parce que le temps de développement est trop court, par exemple, et donc c'est l'instrument de vol qui subit tous les tests de qualification. Donc là, on le fait souffrir avant qu'il parte. Et donc là, on parlait de mécanique, mais il y a aussi toute la thermique, parce que sur Mars, une des plus grosses contraintes, c'est le froid. C'est le froid. Voilà, il fait très froid sur Mars, et donc on teste les instruments en conditions martiennes également. Donc il cycle, il voit les températures froides, chaudes, un peu plus que l'instrument voit sur Mars, mais on les fait souffrir, oui, beaucoup, et on vérifie les performances de l'instrument dans toutes ces conditions, après essai mécanique et après essai on appelle test thermique. On a parlé de froid sur Mars, c'est quoi les températures à peu près? La température la nuit c'est moins 80, en moyenne ça peut être bien plus froid que ça peut descendre à moins 120. Donc Supercam nous est protégé dans cette boîte blanche là, donc de la poussière essentiellement, mais également du froid. Et sur l'instrument on vient coller ce qu'on appelle des réchauffeurs, des résistances qu'on alimente, et donc toutes les nuits en fait on alimente ces résistances et l'instrument reste au-dessus de moins 40 degrés. D'accord, il faut quand même le garder sous tension, il ne supporterait pas d'être éteint et de... Alors l'instrument est éteint, mais par contre c'est le rover qui fait ça pour nous, donc qui nous alimente en permanence. Après, c'est des petits thermostats mécaniques qui se déclenchent, ils se collent dès que la température est trop basse, et donc on réchauffe l'instrument. Et quand le soleil se lève sur Mars, cette fonction-là s'arrête automatiquement, et donc l'instrument se réchauffe gentiment pendant la journée. Et là, il commence la science, c'est ça? Et là, il peut commencer à travailler, exactement. Et vous qui avez participé à la conception de l'instrument et à son sauvetage, est-ce que vous participez aussi à l'analyse des observations scientifiques qui se font? Alors moi, je ne fais pas de science parce que je suis ingénieur. Par contre, j'ai travaillé, oui, effectivement. Après, donc, déjà pendant la phase de croisière, parce qu'on a allumé l'instrument 2 fois,
pendant les 7 mois là, entre la Terre et Mars pour vérifier que l'instrument allait bien, qu'il avait bien survécu au lancement. Et après, j'ai participé à ce qu'on appelle la recette en vol. Donc à partir du moment où on a atterri sur Mars, pendant à peu près entre 90 et 100 sols, donc un sol c'est un jour sur Mars qui fait 24 heures, à peu près 40 minutes. Toute la première partie, le JPL de son côté et tous les responsables d'instruments ont vérifié que les instruments allaient bien et que toutes les fonctions étaient bonnes et les performances bonnes également. Et donc là, effectivement, j'ai participé à cette phase-là de test. Bon, c'était hyper excitant, faut pas le cacher, parce que voilà, on a travaillé 6 ans, mais là, on a des données d'instruments sur Mars et donc on a testé les fonctions une par une, progressivement, jour après jour, jusqu'aux 90 sols où on a vérifié que tout allait très très bien pour Supercam et donc la phase d'exploitation scientifique a débuté. D'accord. Michel Tonini, tout à l'heure vous parliez de l'accès à l'orbite, que les astronautes encore aujourd'hui étaient des explorateurs, mais on voit que c'est en train de changer. On voit qu'il va y avoir des gens qui vont aller dans l'espace, qui ne sont pas astronautes professionnels au sens où vous l'avez été vous, avec un énorme entraînement, avec la capacité de piloter un vaisseau, de réagir. Bref, ce ne seront pas des pilotes, ce seront des passagers. Est-ce que déjà tous les gens qui vont dans l'espace sont des astronautes aujourd'hui encore? Alors, il y a une définition officielle de l'astronaute qui doit décoller, passer au-dessus de 100 km et faire un tour de la Terre. Donc ceux qui vont faire les vols suborbitaux, qui vont monter à 100 km et redescendre, sont théoriquement pas des astronautes, mais on a une réunion, on se réunit entre astronautes tous les ans, avec Chinois, Russes, Américains, Européens. Vous avez une association des explorateurs de l'espace, voilà, c'est ça? On a déjà organisé d'ailleurs le rendez-vous à Toulouse il y a 3-4 ans, et on a décidé d'inclure ces gens-là avec nous parce que dans le futur, dans les 10-20 prochaines années, on pense qu'il y aura des milliers de personnes qui iront dans l'espace. Et ça fera plus de cotisations pour le club? Alors, des cotisations, et puis on peut pas faire deux camps séparés. Donc nous, on a dit, on a fait un insigne différent. Donc il y a un insigne qui montre qu'ils ont fait un vol suborbital plutôt qu'un vol autour de la Terre. Donc il y aura 2 insignes différents, mais on les prend dans le club des explorateurs de l'espace. Donc on appelle ça les explorateurs de l'espace. D'accord. Et c'est intéressant ce que disait Pernelle, parce que j'ai remarqué, elle disait que le jour sur Mars, c'est 24h40. C'est ça. Et quand nous on fait des expériences avec les êtres humains pour les entraîner sur des terrains analogues à ce qu'on fait dans l'espace pour résister au niveau du comportement. Et si on prend des gens qu'on les met sous grotte, des humains, comme nous, eh bien la durée que l'on va avoir, vu qu'on n'a pas le référentiel du Soleil, c'est 24h40 aussi. Alors ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire que on a un lien avec Mars qui est assez incroyable. Oui, l'exploration sur Mars nous donne des données comme ça qui sont... Et moi, j'ai une question interne, c'est que nous, on s'inquiète pour aller sur Mars principalement au niveau des radiations. Donc, est-ce que vous avez des instruments qui mesurent le niveau de radiation sur le trajet et après sur Mars? Oui, bien sûr. Ça, c'est bien connu. Et sur Mars, effectivement, il y a des instruments... parce que Mars 2020 prépare aussi l'arrivée de l'homme sur Mars. Oui. Voilà, dans plus longtemps. Et donc, entre autres, avec des instruments qui mesurent, qui font du climat, qui font des vents, les radiations solaires, le taux d'empoussièrement. Donc oui, on mesure tout ça. Et pour aller, c'est faisable pour un être humain? Il faudra prendre des précautions pour éviter. Total. Ouais, un peu plus que de l'écran total, mais non, pour l'instant, un être humain, non, on peut pas l'emmener sur Mars comme ça. Même si on et notamment pour la croisière, en fait. C'est sur la croisière qui est plus loin. Et il y en a moins sur Mars que sur la croisière. En fait, sur des missions, quand on reste 3 ans à la surface de Mars, par exemple, les calculs montrent que à peu près la moitié de la dose est reçue pendant la phase de croisière, les 7 mois de croisière. Ah oui, c'est incroyable. Et la deuxième moitié même si on décolle dans la zone de faible... Le truc, c'est que pendant ces 7 mois, on est loin de toute atmosphère, de tout champ magnétique protecteur, etc. Donc c'est vrai que non, mais c'est important parce que... quand on travaille, nous, on va faire des missions lunaires, les missions Gateway et les missions Artemis, c'est pour vraiment étudier in situ d'abord ces radiations, les mesurer et aussi comment les protéger. Dans l'exploration, c'est considéré Gateway comme un centre d'essai en vol pour mesurer quels sont les effets. Est-ce qu'il faut du plomb? Est-ce qu'il faut de l'eau? Est-ce qu'il faut du multicouche? Ça, on ne sait pas. Alors, vous parliez de la Gateway. La Gateway, il faut dire ce que c'est. C'est une station spatiale qui, au lieu de tourner autour de la Terre, va tourner autour de la Lune et qui va être construite à partir de 2025, 2026. Oui, ils ont dit 2024 sur le papier, mais avec les retards habituels. On appelle ça le quart d'heure toulousain. C'est ça. Spatial. Donc ça fait... Et donc là, l'occupation, parce qu'effectivement, on sera en dehors des protections terrestres que sont les ceintures de radiation de la Terre, qui nous protègent des rayonnements les plus nocifs venant du Soleil et puis de l'ensemble de l'univers. Quels vont être
les séjours types sur la Gateway, est-ce que ça va être 6 mois comme sur la Station Spatiale Internationale? Ça semble un peu trop quand même. Non, ils vont limiter à 40 jours. On va se limiter entre 30 et 40 jours à cause de ces problèmes de radiation pour éviter d'avoir des doses trop importantes. Ça veut dire que les astronautes qui vont faire ces missions autour de la Lune, ils feront peut-être un vol dans leur carrière. Parce qu'on est limité aujourd'hui à 3 vols de 6 mois, donc 18 mois à 2 ans en fonction de votre pays. C'est-à-dire les Russes ont une dose qui est un peu plus admissible que les Américains. Et pour l'instant, on n'a pas vu d'astronautes ou cosmonautes qui sont morts de radiation, sauf peut-être un vol américain, on ne sait pas pourquoi, où 3 ont eu le même cancer de la peau. On ne sait pas trop ce qui s'est passé sur ce vol-là. Alors parlant de la Gateway, on parle de tourner autour de la Lune. Oui. L'Europe est partenaire du programme américain Artemis qui va permettre la reconstruction de la Gateway, mais aussi à des humains d'aller sur la Lune. Pour l'instant, il y a eu une négociation entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, selon laquelle 3 sièges sont disponibles pour aller sur la Gateway, c'est bien ça? Exactement, donc il y aura 3 Européens qui iront sur la Gateway et le message est passé de façon tout à fait importante au niveau européen, puisque à la sélection des astronautes que j'ai organisée en 2008, il y avait 8400 candidats. Là, il y en a 23 000. Donc, les gens sont vraiment intéressés. On va aussi préciser un petit truc pour ceux qui nous regardent. Tu as donc participé à la sélection des astronautes en 2008, hein, c'est ça? 2008, oui. J'ai sélectionné les 6, dont Pesquet. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si Pesquet fait des erreurs, vous vous adressez à moi. Mais comme on fait que du bon en ce moment... Justement, parlons-en de Pesquet. Parmi ces 3 sièges, il est bien placé pour y aller? Alors, il est très bien placé parce que le premier vol, c'est 2025 et en âge, il sera très très bien. Je pense qu'il a toutes les qualités pour le faire, il a l'ancienneté, tout ce qu'il faut pour le faire. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que comme on va recruter des astronautes maintenant, ils vont être prêts dans 1 an à faire l'entraînement, donc ils auront fini leur entraînement dans 2 ans environ, et ils seront prêts à être assignés en vol. Il n'a pas de concurrence maintenant, mais dans quelques années, voilà, ce sera plus la même. Quand les jeunes arrivent, ils poussent un petit peu les anciens dehors. Alors, on peut plus dire anciens parce que la femme qui volait dans l'espace, elle a 82 ans. Donc, c'est le record battu. Donc, on est jusqu'à 82 ans, maintenant, on est jeune, on peut dire. Mais c'est vrai que non, mais Pesquet, il a toutes ses chances de voler, bien sûr. Mais faut voir, hein, parce que si dans la prochaine sélection, il y a des bons candidats, et il y aura des bons candidats, quand vous passez de 23 000 à 4 candidats, vous êtes sûr de voir la crème de la crème. Donc, ça sera un petit peu difficile, parce que c'est vrai que si lui il fait 3 vols et puis qu'on dit que les prochains ne feront qu'un vol, ça serait aussi un petit peu injuste. Mais normalement, il a toutes ses chances pour voler. Alors vous avez été pendant quelques années chef du groupe des astronautes de l'Agence spatiale européenne, c'est bien ça. Et donc on parle d'autour de la Lune pour l'instant, mais l'exploration, ce serait quand même bien d'aller mettre les bottes dans le rigolite. Oui. Est-ce que l'Agence spatiale européenne est en train de négocier des places à bord, on ne sait pas encore ce que ce sera comme un vaisseau, mais à bord peut-être du Starship, pour aller se poser sur la Lune et marcher sur la Lune? Alors vous savez qu'on a quand même plusieurs coopérations entre l'Agence spatiale européenne et la NASA pour ce complexe autour de la Lune. D'abord, les modules qui seront accrochés au Gateway, donc c'était nouveau parce que la NASA, pour des raisons financières, a diminué son nombre de modules, ils sont passés de 3 à 2, et nous on va mettre des modules européens sur cette station. Donc ça c'est un grand soulagement pour la NASA et pour le complexe orbital. Les Russes n'ont pas encore donné leur position, donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Par contre, on a aussi une coopération sur Orion. Le module de service d'Orion, c'est vraiment un peu quelque chose qui est issu des études qu'on a fait sur la TV. Et puis c'est important, c'est le moteur, c'est l'oxygène, c'est l'énergie, c'est tout ça pour le ces vaisseau. Ces 2 coopérations nous donnent 3 vols, mais c'est pas fini parce que finalement, sur la durée de la mission qu'il va y avoir sur la Lune, au départ c'est 3 vols, mais ça peut être augmenté. Moi, quand j'avais les vols sur le Memorandum of Understanding, le MOU qu'on a eu entre la Station spatiale, l'Europe et la NASA, eh bien, on avait peut-être 6 ou 7 vols. J'avais garanti à chacun des astronautes au moins un vol. Finalement, ils vont tous faire 2 vols. Donc, ces 3 vols risquent de devenir 6 vols. Et dans ces 6 vols, eh bien, comme il y a une mission Artemis qui est vraiment le symbole de la femme qui se pose sur la Lune, je pense que le premier équipage, il y aura une femme, peut-être européenne, je le souhaite. D'accord. Alors, on parle de la Lune et d'Artemis. On est loin de Mars, mais Artemis, c'est un programme certes humain d'exploration de la Lune, mais il y a tout autour
des projets de sondes automatiques pour aider les humains. Est-ce que vous serez impliqué ou est-ce que vous êtes déjà impliqué dans des instruments pour aller, par exemple, puisqu'on sait qu'Artemis va au pôle sud de la Lune, gratter les glaces qui pourraient s'y trouver? Eh ben malheureusement non, non, pas pour l'instant. Mais écoutez, si ça se présente, on le fera avec plaisir. Non, pour l'instant non. Dans nos laboratoires là, on reste sur Mars en fait. Après avoir livré Supercam, on est reparti avec les Japonais sur la mission MMX, Mars Moon Exploration. Alors là, le but c'est plus Mars directement, c'est Phobos qui est un satellite de Mars. Exactement, de Mars. Et en fait, la JAXA veut aller se poser 2 fois sur Phobos, prélever des morceaux de Phobos et les ramener sur Terre également. Et donc on développe un instrument avec le CNES, là, et encore le CNRS, qui est un spectromètre imageur infrarouge, donc il va aller faire la cartographie entière de la Lune et aller aider à la sélection des sites d'atterrissage les plus intéressants. Alors il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, parce qu'on voit bien que d'un côté on a l'exploration robotique, de l'autre côté l'exploration humaine. Ce sont 2 domaines que parfois dans des débats on oppose, on dit est-ce qu'il vaut mieux envoyer des humains, est-ce qu'il vaut mieux envoyer des robots? Quelle est votre position là-dessus? Comment voyez-vous cet avenir? Est-ce que c'est une compétition féroce entre robots et humains parce que les robots c'est moins risqué, peut-être il vaut mieux les envoyer, ou est-ce que ce serait une collaboration? Vous voulez commencer, Michel? Honneur aux femmes. Moi, je dirais que elles sont complémentaires au sens où on est obligé d'envoyer des robots pour défricher le terrain. On peut pas envoyer des hommes, par exemple, sur Mars aujourd'hui. On peut envoyer des robots. Les robots, on voit que c'est déjà extrêmement complexe d'envoyer des robots sur Mars. Donc, il va falloir préparer le terrain pour les humains. Après, les scientifiques avec lesquels je travaille ont tous le souhait qu'un homme mette un jour le pied sur Mars, parce que l'œil de l'être humain n'est pas celui du robot, évidemment. Et donc, c'est une façon d'aller, par exemple, eux, ce sont des géologues, d'aller prélever des échantillons hauts qu'on fera jamais avec un robot. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller préparer l'arrivée de l'homme sur Mars, mais non, c'est pas, on ne peut pas les opposer. Ils sont très complémentaires. C'est une préparation en fait. Voilà. Alors j'ai fait répondre Pernel en premier parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis astronaute depuis 85. J'ai eu la même réunion avec quelqu'un de la robotique en 85-86, et la réponse était, ça ne sert absolument à rien, les humains n'iront jamais sur Mars, on est contre, et en plus, ça prend un budget énorme qu'on n'a pas pour nos recherches. Vous voyez comment ça a évolué. Notre relation, en 35-40 ans, elle n'a fait que vraiment se synchroniser dans le même sens. Et c'est pour ça que c'est riche l'espace, et c'est pour ça que l'espace attire beaucoup de personnes. Hier, j'étais dans un symposium à Lille sur le Summer Festival, et on voit que ça intéresse non seulement les gens pour être astronautes, mais pour des carrières d'ingénieurs, des carrières de chercheurs. On a eu des conférences sur les trous noirs, sur les interceptions d'astéroïdes, des choses qui sont vraiment passionnantes. Et ça intéresse tout le monde. Le jeune aujourd'hui, il sait qu'il peut faire une carrière dans l'espace, pas forcément comme astronaute, mais également comme ingénieur. Et ça intéresse vraiment beaucoup de gens. Donc je suis vraiment content de voir l'évolution. Vous voyez, on a évolué dans le sens positif, parce qu'il faut savoir quand même que les astronautes n'ont pas été toujours bien vus en France, au CNES, pendant quelques années. Et maintenant, ça revient grâce à la nouvelle direction du CNES, avec depuis 10 ans, c'est revenu positif maintenant. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. On voit déjà une collaboration entre robots et astronautes sur l'ISS. Quand Thomas Pesquet est fiché sur le bras télescopique, bon, certes il est manipulé par un humain de l'autre côté, mais on voit que c'est une aide nécessaire parce que l'espace est quand même un milieu très hostile. C'est toujours la même tige, la tige c'est le bras robotique. Voilà. Cette tige, il y en a à l'intérieur et en haut, donc on a tous cette tige articulée cette fois-ci, canadienne. Peut-être qu'un jour on aimerait bien voir un humain aller dépoussiérer les panneaux solaires d'un rover, parce qu'on voit bien que ça c'est un peu compliqué sur Mars. Donc, c'est ce qu'a fait Seul sur Mars. Oui, voilà. Alors, voilà. C'est ça, exactement. Mais sur Persévérance, en fait, on n'est pas en panneaux solaires, ça aide un peu. On a une grosse pile nucléaire à l'arrière du rover, donc on n'a pas ce problème d'empoussièrement, mais InSight a un peu plus de problèmes, par exemple. Ces panneaux solaires qui commencent à devenir vachement opaques. Et oui, la première station de service est loin et le pare-brise n'est pas prêt d'être... Moi, je veux bien y aller. Je ferai un prix d'amis pour nettoyer les panneaux solaires. Un prix d'amis, moi je le fais à l'œil, moi. À l'œil, oui, gratuit, raison. Il y a la concurrence déjà. Apparemment. Vous repartirez dans l'espace et sur la Lune si l'occasion vous en est donnée? Ah oui, bien sûr. Je pense que... Vous savez, moi j'étais à la NASA avec John Glenn, c'était en 97, il avait 78 ans et on l'a vu arriver, on a dit mais c'est pas possible. Il a fait tout l'entraînement
professionnels. Parce que là, on parle de gens qui vont voler sur des missions commerciales avec un entraînement de 15 jours, 3 semaines maximum. Ils vont faire 1 heure de vol spatial. Lui, il a fait quand même un vol de 15 jours. Il a fait tout l'entraînement pour 15 jours à 78 ans. J'ai dit, mais si lui, il peut le faire, donc l'humanité, elle est jeune avant 78 ans. Tintin avait raison. Oui, John Glenn a toujours été le plus vieil astronaute, parce que quand il a fait son premier vol en 62, il avait 40 ans, il était déjà le plus vieux à l'époque. Et puis, il a été le recordman ensuite avec ce vol, c'était en 93, sous Clinton, je crois que c'est le président Clinton qui avait offert la place à John Glenn. Le vol, il a fait en 97-98. Voilà. Ouais, ben voilà, Michel, un record à battre. Pas tout de suite, mais... J'ai encore le temps. Hein, voilà. Je ne suis pas pressé. Un record à battre. Ouais. Pour ce record-là, il faut pas être pressé. Bon, eh bien, merci Pernel, merci Michel, merci Philippe. Hein. Et le mot de la fin? Alors moi, je dirais vive l'exploration martienne, hein. Robotisée puis humaine. Hein. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire là sur Mars. Alors, au mot de la fin, je dirais que là, on est en train de parler des explorations dans le système solaire, c'est-à-dire l'ISS, la Lune, Mars. Mais je suis persuadé qu'un jour, on dépassera le système solaire. Je suis persuadé, pas tout de suite ce siècle-là, ça va prendre peut-être 2, 3 siècles, mais un jour, on sortira du système solaire, grâce à notre coopération. Et donc, en attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks et à la revoyure.